Imaginez un couple qui a dansé sur la scène mondiale, défiant les tempêtes de la célébrité, les murmures insidieux des rumeurs, et les pressions écrasantes d'une époque en quête de héros, tout en incarnant une force, une grâce et une unité qui ont inspiré des millions de cœurs à travers le globe. Michelle et Barack Obama, piliers d'espoir et de résilience, ont traversé le tourbillon de la vie publique avec une dignité qui semblait défier les lois du chaos, mais derrière leur image d'union parfaite, des ombres de doute ont plané, nourries par des spéculations sur leur mariage. À l'aube de sa 6e décennie, Michelle Obama brise enfin le silence avec une honnêteté brute, dévoilant la vérité sur leur amour, leur lutte, et leur vie sous le regard implacable de la Maison-Blanche. Comment ce couple, né dans des mondes si différents, a-t-il forgé un lien capable de résister aux épreuves les plus rudes? Pourquoi ces rumeurs ont-elles persisté, et que révèlent-elles sur l'humanité de ceux qui ont redéfini l'histoire? Avant de plonger dans cette saga d'amour, de courage et de triomphe, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres récits captivants de figures qui ont changé le monde. Michelle LaVaughn Robinson voit le jour le 17 janvier 1964 dans le South Side de Chicago, un quartier où les rêves s'entrelacent avec les défis brutaux de la ségrégation, des inégalités économiques et des tensions raciales des années 1960. Né de Fraser Robinson III, un ouvrier dévoué dans une usine de traitement des eaux et bénévole démocrate passionné, et de Marian Shields Robinson, une ancienne secrétaire qui choisit de se consacrer à sa famille, Michelle grandit dans un foyer modeste mais vibrant d'amour et de discipline. Leur maison, un étage loué à une grand-tante dans le quartier de South Shore, est un sanctuaire où les rires des repas familiaux, les cliquetis des pions de Monopoly et les visites fréquentes aux cousins créent une chaleur qui transcende les murs de briques usées. Les dimanches, l'église méthodiste unie de South Shore, avec ses chants vibrants et ses sermons inspirants, ancrent des valeurs spirituelles dans leur quotidien, offrant un refuge face au tumulte d'une ville marquée par la lutte pour les droits civiques. Michelle apprend le piano sous l'œil sévère de sa grand-tante, une professeure dont les leçons rigoureuses instillent une discipline qui deviendra sa marque de fabrique. Chaque note, chaque gamme répétée dans le salon exigu, est une étape vers une maîtrise de soi qui la portera loin. Les racines de Michelle plongent profondément dans l'histoire afro-américaine, un héritage tissé de douleur, de survie et de résilience. Son arrière-arrière-grand-père paternel, Jim Robinson, né esclave en 1850 sur la plantation Friendfield, près de Georgetown en Caroline du Sud, un lieu où les champs de riz et les chaînes invisibles définissaient la vie. À 15 ans, la guerre civile lui offre la liberté, un cadeau fragile qu'il saisit pour bâtir une nouvelle existence. Du côté maternel, son arrière-arrière-arrière-grand-mère, Melvinia Shields, née esclave, donne naissance à Dolphus T. Shields, un enfant métis dont le père probable, Charles Marion Shields, est le fils de son propriétaire. Des analyses ADN, menées des décennies plus tard, révèlent cette histoire complexe, où l'amour, la coercition et la survie s'entremêlent dans les ombres de l'histoire. Après l'émancipation, Melvinia élève ses enfants près de la famille Shields, adoptant temporairement leur nom avant de tracer sa propre voie. Ces récits, rarement évoqués dans la famille Robinson, sont des fils invisibles qui relient Michelle à un passé de lutte et d'espoir. À Chicago, où ses grands-parents paternels migrent, elle grandit dans un quartier où la communauté afro-américaine prospère malgré les barrières systémiques, forgeant une identité ancrée dans la fierté et la persévérance. La sclérose en plaques de Fraser Robinson, qui le contraint à marcher avec des béquilles, marque profondément Michelle. Elle voit son père se lever chaque matin, affronter la douleur avec un sourire, et continuer à travailler pour offrir une vie meilleure à sa famille. Cette résilience devient son phare. À l'école élémentaire Bryn-Mawr, elle excelle, intégrant une classe pour surdoués en 6e année, suivant les traces de son frère aîné, Craig, un athlète et étudiant brillant qui saute également une année. Leur complicité est un moteur. Craig, avec son humour et son ambition, pousse Michelle à viser haut, tandis qu'elle le défie avec sa détermination. Au lycée Whitney Young, le premier établissement sélectif de Chicago, Michelle endure un trajet de 3 heures aller-retour, transformant la fatigue en carburant pour son ambition. Elle ignore les préjugés de genre et de race, se souvenant des moments où les enseignants ou les voisins s'intéressaient davantage à Craig qu'à elle. Pourquoi ne pas moi? Se demande-t-elle, utilisant ses doutes comme une flamme pour alimenter son parcours. Membre de la Société nationale des honneurs, trésorière du conseil étudiant, elle termine 2e de sa classe en 1981, prouvant que sa volonté est plus forte que les obstacles. Princeton l'appelle, malgré les mises en garde de ses professeurs qui jugent ses aspirations trop audacieuses pour une jeune femme noire du Southside. Là-bas, elle se spécialise en sociologie, avec une mineure en études afro-américaines, plongée dans un monde où les étudiants blancs issus de milieux privilégiés dominent.
Sa thèse, un travail de 99 pages intitulé Les Noirs éduqués à Princeton et la communauté noire, explore comment une éducation d'élite affecte l'identité et les liens communautaires des diplômés afro-américains. Elle envoie un questionnaire à 400 anciens élèves, mais reçoit moins de 90 réponses, un taux faible qui reflète les tensions entre l'élite noire et ses racines. Ses conclusions, qui remettent en question son hypothèse initiale d'un lien fort avec la communauté, l'amènent à réfléchir sur sa propre identité. À Princeton, elle ressent un isolement, confrontée à des différences de classe et de race. Un incident la marque profondément. La mère d'une colocataire blanche tente de la faire réaffecter, un rejet qui, loin de la briser, renforce sa détermination. Elle s'engage dans le Third World Center, un espace de soutien pour les étudiants minoritaires, où elle gère un centre de garde d'enfants et organise des tutorats, trouvant du réconfort dans l'action communautaire. Harvard Law School est la prochaine étape, où elle obtient son diplôme de Juris Doctor en 1988. Sous la mentorship de Charles Ogletree, un professeur charismatique, elle milite pour plus de diversité parmi les enseignants et travaille au Legal Aid Bureau, défendant des locataires défavorisés contre des propriétaires abusifs. Ces expériences forgent sa conviction que le droit peut être un levier pour la justice sociale. De retour à Chicago, elle rejoint Sidley et Austin, un cabinet d'avocats prestigieux, où elle se spécialise en marketing et propriété intellectuelle. C'est là, en 1989, qu'elle rencontre Barack Obama, un stagiaire d'été au charisme magnétique dont elle est la mentor. Leur première rencontre, lors d'un déjeuner d'affaires, est marquée par une connexion instantanée. Barack, avec son sourire confiant et ses idées audacieuses, intrigue Michelle, qui se méfie d'abord de son assurance. Leur premier rendez-vous, une sortie pour voir The Ranking de Spike Lee, est un moment de révélation. Dans les rues animées de Chicago, sous les néons des cinémas, ils découvrent leurs différences. Michelle, ancrée dans la stabilité d'un foyer uni, est attirée par l'esprit aventureux de Barack. Lui, captivé par son intelligence acérée et sa force intérieure, voit en elle une partenaire capable de défier et de compléter sa vision. Leur relation, un équilibre entre rigueur et audace, pose les fondations d'un amour qui deviendra légendaire. Barack Hussein Obama naît le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaï, au Kapiolani Medical Center, fruit d'une union improbable entre Anne Dunham, une jeune américaine d'ascendance européenne, et Barack Hussein Obama sœur, un étudiant kényan de la tribu Luo. Leur rencontre à l'université d'Hawaï, où son père étudie grâce à une bourse, mène à un mariage en 1961, mais la séparation suit rapidement après la naissance de Barack. Anne élève son fils seul, d'abord à Seattle, où elle poursuit ses études, puis à Hawaï, où Barack sœur termine son diplôme en économie avant de partir pour Harvard. Leur contact se limite à une visite à Noël 1971, avant que Barack sœur ne meure tragiquement dans un accident de voiture au Kenya en 1982. Anne se remarie avec Lolo Setoro, un étudiant indonésien, et la famille s'installe à Jakarta en 1967. De 6 à 10 ans, Barack, alors appelé Barry, fréquente des écoles locales, apprenant l'indonésien tout en suivant des cours d'anglais dispensés par sa mère. Lolo, un homme pragmatique, lui enseigne la résilience face aux complexités du monde, une leçon qui façonne sa vision. En 1971, Barack retourne à Hawaï pour vivre avec ses grands-parents maternels, Madeleine et Stanley Dunham, dans un appartement modeste d'Honolulu. À Punahou, une école privée prestigieuse, il excelle grâce à une bourse, mais lutte avec son identité métisse, naviguant entre les attentes d'une société qui cherche à le définir par sa race. Adolescent, Barack sombre brièvement dans l'alcool, la marijuana et la cocaïne, cherchant à apaiser ses questionnements sur son identité. Ces années de rébellion, qu'il décrira plus tard dans Dream from My Father, sont un cri silencieux face à un monde qui le voit comme autre. Mais il se ressaisit à Occidental College, puis à Columbia, où il obtient un diplôme en sciences politiques en 1983. À Harvard Law School, il marque l'histoire en devenant le premier président afro-américain de la Harvard Law Review, un exploit qui attire l'attention nationale et le propulse sous les projecteurs. À Chicago, il s'engage comme organisateur communautaire dans les quartiers défavorisés d'Algeld Gardens, travaillant avec des églises et des associations pour redonner espoir à des communautés marginalisées. Cette expérience, où il voit de près les ravages de la pauvreté et du racisme systémique, forge son engagement pour la justice sociale. Lorsqu'il rejoint Sidley et Austin, sa rencontre avec Michelle change tout. Leur connexion, née d'un respect mutuel et d'une alchimie intellectuelle, s'épanouit dans les rues animées de Chicago, où ils partagent des rêves, des rires, et une vision commune d'un monde meilleur. Leur mariage, le 3 octobre 1992, dans l'église Trinity United à Chicago,
est un moment de célébration, entouré de famille et d'amis. Mais les épreuves ne tardent pas. Une fausse couche, un chagrin déchirant, testent leur résilience. Grâce à la fécondation in vitro, ils accueillent Malia en 1998, puis Natasha, surnommée Sacha, en 2001. Ces naissances, des miracles nés de la persévérance, renforcent leurs liens. Pendant ce temps, Barack entame une carrière politique fulgurante. Élu au Sénat de l'Illinois en 1996, il se bat pour des réformes en santé, éducation et justice pénale, adoptant un pragmatisme qui rallie républicains et démocrates. Son discours à la Convention nationale démocrate de 2004, un appel vibrant à l'unité et à l'espoir, résonne comme un cri de ralliement pour une Amérique divisée. Il n'y a pas une Amérique libérale et une Amérique conservatrice, mais les États-Unis d'Amérique, déclare-t-il, captivant une nation. En 2008, sa campagne présidentielle, portée par les thèmes du changement et de l'inclusion, galvanise des millions de personnes, en particulier les jeunes et les minorités. Le 4 novembre 2008, il devient le 44e président des États-Unis, le premier Afro-Américain à occuper ce poste, brisant des siècles de barrières raciales dans une élection qui marque l'histoire. Michelle, à ses côtés, redéfinit le rôle de première dame avec une énergie visionnaire. Elle lance Let's Move, une initiative pour combattre l'obésité infantile, parcourant le pays pour promouvoir des repas sains et l'exercice, dansant avec des écoliers et plantant un jardin à la Maison-Blanche. Joining Force, créé avec Jill Biden, soutient les familles militaires, offrant des ressources aux vétérans et à leurs proches. Let Girls Learn, un programme mondial, brise les barrières à l'éducation pour les adolescentes, des villages d'Afrique aux bidonvilles d'Asie. À la Maison-Blanche, Michelle orchestre les événements officiels avec une élégance naturelle, transformant les dîners d'État en moments de connexion humaine, où les chefs d'État découvrent son charisme et son authenticité. Son style, des robes de créateur aux tenues accessibles de J. Crew, devient une déclaration d'indépendance, prouvant qu'une première dame peut être à la fois sophistiquée et relatable. Mais leur parcours est loin d'être un conte de fées. Des rumeurs d'infidélité et de tension circulent, alimentées par la pression d'une vie sous les projecteurs. Dans Becoming, Michelle partage avec une franchise déchirante les défis de leur mariage. Les longues heures de baraque en politique, les sacrifices familiaux, et les moments où la communication vacillait sous le poids des responsabilités. Ils ont cherché une thérapie de couple, un acte de courage qui a sauvé leur relation. Le mariage est dur, confie-t-elle, révélant les disputes, les doutes et les efforts pour se retrouver. Une rumeur plus persistante concerne la relation passée de Barack avec Sheila Miyoshi Yager, une professeure rencontrée dans les années 1980 à Chicago. Selon Rising Star de David Garrow, leur lien était profond, marqué par une cohabitation et 2 demandes en mariage, toutes 2 refusées par Sheila en raison de leur jeunesse et des pressions familiales. Leur relation s'achève en 1987, mais des lettres échangées en 1990, alors que Barack était fiancé à Michelle, alimentent des spéculations sur sa fidélité. Sheila, aujourd'hui professeure à Oberlin, a confirmé ces échanges, décrivant des rencontres sporadiques et des émotions persistantes. Pourtant, les Obama choisissent de ne pas répondre publiquement à ces rumeurs, se concentrant sur leur famille et leur mission. Leur silence, loin d'être une faiblesse, est une affirmation de leur engagement, prouvant que leur amour est plus fort que les ragots. À la Maison-Blanche, les Obama font de leurs filles, Malia et Sacha, leur ancre. Marian, la mère de Michelle, s'installe avec eux, apportant une présence chaleureuse et un soutien indéfectible. Les filles fréquentent Sidwell Friends, une école privée prestigieuse, où elles grandissent sous l'œil attentif de leurs parents et du secret service. Michelle s'inspire des conseils d'Hillary Clinton et de Laura Bush, qui l'aident à naviguer dans ce rôle unique. Pendant la campagne de 2008, elle limite ses absences à 1 nuit par semaine, veillant à rentrer pour ses filles, organisant des devoirs et des soirées pyjama malgré le chaos politique. À Chicago, où il reste pendant le mandat de Barack au Sénat, ils chérissent des soirées en amoureux, des dîners dans des restaurants locaux où ils peuvent être simplement Michelle et Barack. Ces moments, volés au tumulte, sont le ciment de leur relation, un rappel que leur amour repose sur des gestes simples et une communication honnête. Leur impact transcende la Maison-Blanche. Barack, pendant ses 2 mandats, promulgue l'Affordable Care Act, offrant une couverture santé à des millions d'Américains non assurés, et la loi Dodd-Frank, régulant Wall Street pour prévenir les crises financières. Il supervise l'opération qui élimine Oussama Ben Laden en 2011 et sécurise l'accord nucléaire iranien, des jalons en politique étrangère. Réélu en 2012, il défend des causes progressistes, la lutte contre le changement climatique, la réforme de l'immigration et l'égalité du mariage, redessinant le paysage social américain.
Michelle, quant à elle, devient une icône mondiale, ses discours vibrants et ses initiatives inspirant des générations. Son livre, Becoming, vendu à des millions d'exemplaires, offre un regard intime sur son parcours, de ses racines à Chicago à son rôle de première dame. Elle y parle de ses doutes, de ses triomphes et de son amour pour Barack, offrant une leçon universelle. La résilience naît de l'authenticité. Après la présidence, les Obama continuent d'inspirer. Barack, via la Obama Foundation, promeut le leadership civique, formant une nouvelle génération de leaders. Michelle, à travers ses discours, ses podcasts et ses engagements caritatifs, défend l'éducation, l'égalité des genres et la justice sociale. Leur mariage, scruté et testé, reste un phare d'espoir. Ils ont affronté les rumeurs, les pressions et les attentes avec une honnêteté brute, prouvant que l'amour véritable est forgé dans l'adversité. Leur parcours, du South Side de Chicago au couloir de la Maison-Blanche, est une fresque d'espoir, montrant qu'un couple, même sous les feux de la rampe, peut surmonter les tempêtes en restant fidèle à ses valeurs. Ils sont devenus des icônes non seulement pour leur leadership, mais pour leur humanité, prouvant que l'amour et la détermination peuvent réécrire l'histoire. Qu'en pensez-vous? L'histoire des Obama vous touche-t-elle par leur résilience face aux défis, leur authenticité sous la pression ou leur capacité à inspirer le monde? Partagez vos réflexions dans les commentaires, donnez un like si cette plongée dans leur saga vous a captivé, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de figures qui ont changé le monde.